Les mythes que nous tissons, même s'ils renferment des erreurs, reflètent inévitablement un fragment de la vraie lumière. Tolkien. Quand mythologie et astrologie se rencontrent, cela donne de belles histoires. C'est Astromytho, le podcast qui revient aux sources. Je suis Patricia, la créatrice de Des jours et des lunes, une amoureuse du soleil, de la lune et des étoiles, et avec ma fille Pauline, une passionnée de mythologie, nous allons explorer à travers 16 épisodes les liens entre astrologie et mythologie. C'est Astromytho saison 1 et c'est parti! Nous aimons les outsiders, surtout lorsqu'ils défient la volonté du chef, peu importe que la cause soit perdue. Les hiérarchies, les autorités, les règles et les règlements sont à la base de toute civilisation. Sans eux, nous serions encore une bande de Néandertals qui se jettent des pierres les uns sur les autres. Mais quelque chose en chacun de nous déteste ces contraintes. Quelque chose en nous ne supporte pas qu'on nous dise ce que nous devons faire. Quelque chose en nous s'identifie toujours au hors-la-loi, au rebelle, à celui qui enfreint les règles. L'étiquette astrologique pour cette qualité indomptable est Uranus. C'est la planète de l'individualité et de la liberté. Rien ne lui fait plus plaisir que la perspective d'une mutinerie. Elle est indépendante, rebelle, entêtée et colorée. S'il existe un symbole astrologique de ce que les physiciens appellent le principe d'incertitude, c'est bien elle. Aucune planète n'est plus imprévisible qu'Uranus. Les observations astronomiques confirment la signification astrologique d'Uranus. La plupart des équateurs planétaires se situent plus ou moins dans le plan du système solaire. En d'autres termes, ce qui est le nord pour la Terre est également le nord pour Jupiter. Mais ce n'est pas le cas d'Uranus. Cette planète ne tourne pas sur son orbite, elle roule. Son nord est presque perpendiculaire au nôtre. Même dans l'espace, la planète de l'individualité danse à son propre rythme. Et qu'est-ce que l'individualité ? La langue, la philosophie, l'humour, le style, tous ces éléments-là ne sont pas de l'individualité. Ce ne sont que des masques qui vont être issus de la culture et de notre expérience. L'individualité, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de sauvage, de brut, de spontané, quelque chose d'inhérent à notre structure d'esprit. C'est la partie de nous qui sera restée la même, que l'on soit né à Paris ou au fin fond de la Patagonie. Cette individualité, elle n'obéit pas aux règles, elle ne respecte aucune autorité, elle ne montre aucune révérence pour les ancêtres, les prêtres ou bien les présidents, elle n'honore aucune prétention. Mais quand on manifeste son individualité, quand on la développe, on s'attire les foudres de l'enfer. Pourquoi ? Eh bien parce que culture et individualité, société et Uranus sont des ennemis mortels. Dans cette bataille, il n'y a ni héros ni méchants, et le mieux qu'on puisse dire, c'est que chaque camp corrige les excès de l'autre. Si la culture gagnait, nous deviendrions tous des robots vivant éternellement deux ou trois mêmes histoires de base. Mais si Uranus prenait le dessus, nous sombrerions dans la barbarie la plus totale. Uranus nous met au défi d'être libres. Là où il se trouve sur le thème astral, le drame de la rébellion crépite dans nos circuits mentaux. Il symbolise un domaine dans lequel notre essence fait la guerre aux contraintes que nous impose notre culture. Pour être fidèles à nous-mêmes, nous devons enfreindre les règles. Et en les enfreignant, nous avons des problèmes. Nous sommes obligés de développer et de défendre notre individualité. Uranus, c'est la partie de nous-mêmes qui refuse d'abdiquer. Et on peut dire que pour une planète invisible, Uranus fait un sacré boucan. Le premier pas au-delà des limites de Saturne n'est pas un pas spirituel au sens normal du terme. C'est un pas au-delà de la conformité, de l'automatisme, de tout ce qui ne relève pas de nous. La personnalité doit être perfectionnée avant de pouvoir être transcendée. C'est pour ça que Uranus, Neptune et Pluton n'arrivent qu'après les planètes dites personnelles. Nous devons manifester à l'extérieur ce que nous sommes intérieurement sans nous soucier des applaudissements ou de la médisance que nous recevons. Nous devons accepter, dans une certaine mesure, le fardeau solitaire du révolutionnaire, du génie. Avec Uranus, nous devons quitter la tribu. Et peu de perspectives sont plus terrifiantes. Nous pouvons nous plaindre de nos emplois, de nos mariages, de nos vies ennuyeuses. Mais se tenir nu,
dépouillé de ses soutiens devant cet univers impressionnant et brutal, et faire quand même des choix de vie conscients et cohérents, cela demande un énorme courage. Et cette transformation spirituelle, c'est l'essence même du saut uranien. Et si en fait on préfère ne pas le faire, c'est notre choix. Une faible réponse à une configuration uranienne va impliquer généralement des batailles symboliques et vides. Imaginons par exemple un homme dont la carte natale montre une forte prédominance d'Uranus. Cet homme, dans son cœur, il voudrait être pêcheur de palourdes. Mais c'est un avocat, issu d'une famille d'avocats, imprégné de la mythologie qu'il faut être tout en haut, et bien qu'il veuille répondre à l'appel d'Uranus et jeter son diplôme de droit par la fenêtre pour acheter un râteau à palourdes, il n'a pas le courage de le faire. Que va-t-il se passer ? Toute cette explosivité uranienne, elle va être investie dans une bizarrerie. Il insistera sur le droit de porter des blue jeans au bureau, il refusera catégoriquement de porter une cravate et il défendra ses excentricités sans absolument aucun intérêt, avec toute la passion avec laquelle il pourrait plus utilement défendre son droit à vivre sa propre vie. C'est le fouet avec lequel Uranus nous pousse. Si nous échouons à ces tests, nous nous sentons comme un acteur dans le film d'un autre. Et le rôle qu'on nous demande de jouer est celui d'une marionnette inoffensive, mais quelque peu ridicule. Qu'est-ce qu'Uranus ? C'est un ouragan. C'est quelque chose qui vient bouleverser l'ordre établi et auquel on ne peut résister. C'est la digue qui s'effondre et c'est l'eau qui dévale. La seule solution, si on veut survivre, c'est de se soumettre, ou du moins de suivre le courant. Sinon, gare à la casse. Un transit d'Uranus sur un point de votre thème natal, et c'est l'assurance que quelque chose va changer. Que dis-je ? Qu'une bombe va vous exploser à la figure. Ça fait mal ? Ça fait du bien ? Tout dépend du transit. Mais une chose est sûre, c'est pour votre plus grand bien. Même si sur le coup, cela ne nous paraît pas très évident. Uranus vient appuyer là où ça fait mal, le bouton qu'on essayait de dissimuler plus ou moins bien, et pour poursuivre dans la délicate métaphore cutanée, ce bouton dont on vient presser le pu pour le faire sortir. Du coup, c'est moche, ça peut saigner, mais après la cicatrisation, c'est nickel. Peut-être une petite cicatrice et encore seulement si on n'a pas fait les choses proprement. Voilà Uranus. C'est la 7e et l'antépénultième planète du zodiaque. Elle a été découverte en 1781, soit en pleine période de Révolution américaine et peu avant la Révolution française. Uranus est la planète de l'indépendance, de l'originalité et de la liberté. Il y a chez Uranus un profond désir d'aider l'humanité. On peut penser à Prométhée qui n'a pas hésité à aller dérober le feu aux dieux pour l'offrir aux hommes. Même si cette humanité ne le demande pas toujours. Et on touche là à une des facettes d'Uranus. Signe d'air, il peut être complètement détaché des affects, tout entier dans son intellect, et persuadé de faire le bien de tous. Uranus va vous secouer, vous étriller, vous essorer et s'étonner que vous n'en soyez pas content. Mais en revanche, il ne se vexera pas pour autant, non, car Uranus, maître du Verseau, est dans son monde. À l'opposé du Soleil, Lion sur la roue zodiacale, il ne place pas son ego dans ses réalisations. Là où l'un est centré, l'autre est décentré, car il est au-dessus. Octave supérieure de Mercure, elle-même planète du mental, Uranus représente la connaissance divine et l'éveil de la conscience. C'est l'éveil, l'illumination. Grâce à lui, on accède au monde invisible, dépassant celui des limites physiques de la science, des limites physiques et de la science symbolisées par Saturne. Là où Mercure reliait et communiquait, Uranus fait de même, mais dans le virtuel, dans l'invisible. C'est l'avion, c'est Internet, ce sont tous des éléments qu'on associe à Uranus. C'est une énergie de révolte qui pousse au dépassement de soi. Saturne, maître du signe précédent le Capricorne, instaurait des frontières et des limites. Uranus, lui, il invite à repousser ces limites. C'est la planète de l'individuation, celle qui incarne la sortie de la normalité pour devenir simplement nous-mêmes. Et pour cela, il faut accepter la rupture avec le passé. Partant, Uranus est donc la capacité d'innovation, la stimulation intellectuelle et l'attrait pour la nouveauté, les nouvelles technologies. Autant dire que l'époque actuelle lui convient parfaitement. Nouveauté, rapidité, modernité. Qui a dit superficialité ? Dans un thème, Uranus en maison va indiquer là où nous sommes le plus susceptibles de faire les choses différemment, de sortir de la norme, voire de nous libérer, si nous le faisons. Car si nous l'oublions, Uranus peut très bien se rappeler à nous. Et alors, ce sera comme un ouragan qui passera sur nous. Je vous propose maintenant d'aller en parler avec Pauline pour en savoir un petit peu plus sur ce papy bien agité de la mythologie.
Pour ce 10e épisode, nous allons donc attaquer une nouvelle série de planètes qui sont ce qu'on va appeler les planètes transsaturniennes ou transpersonnelles. Pourquoi transpersonnelles ? Parce qu'en fait, ce sont des planètes qui nous inscrivent non plus dans l'individu, mais elles vont nous inscrire dans le collectif. Et la première de ces planètes, c'est Uranus. Alors, Uranus, c'est le cataclysme qui, il y a plus de 2 siècles, a secoué l'astrologie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que jusqu'au 13 mars 1781, l'astrologie fonctionnait bien tranquille avec ces 7 planètes qui étaient donc la Lune, enfin le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et tout ça, ça contribuait à façonner un individu, à le faire interagir avec les autres et trouver sa place dans la société. Et puis, il se trouve qu'un Anglais, Sir William Herschel, qui regardait dans son télescope et a détecté donc cette nouvelle planète. Alors, il l'a baptisée Étoile de Georgium Sidus, qui était, pour lui donnant le nom du roi. Et finalement, cette planète qui a bouleversé l'astrologie est devenue Uranus. Et Uranus, c'est la planète qui bouleverse, qui bouleverse tout dans un thème astral. Donc, tu me disais à propos de George Herschel qu'il avait une sœur... Oui, il avait une sœur qui lui a servi d'assistante dans un premier temps et qui est après devenue son apprentie, Caroline, qui est une des... Je sais plus si c'est la première femme ou une des premières femmes à avoir été payée pour être astronome du roi, et qui est par contre, il me semble bien, la première femme à avoir été distinguée par l'Académie des sciences anglaise, et la suivante, il va falloir attendre la deuxième moitié du XXe siècle, quoi. Donc elle a été distinguée au tout début du 19e, si mes souvenirs sont bons, et elle a notamment beaucoup contribué à la recherche en astronomie, quand son frère est décédé, elle a enrichi notamment le catalogue d'observations qu'il avait faites. Elle a découvert un paquet de trucs qui étaient assez impressionnants, parce qu'elle a découvert des nouvelles comètes, elle a découvert des nébuleuses, des objets qu'on appelle les objets du ciel profond. Donc vraiment, elle a joué un rôle. Elle a été une figure importante de l'astronomie de l'époque. Alors en fait, si on revient sur... donc c'était notre petite parenthèse féministe, mais si on revient sur cette découverte d'Uranus, pourquoi est-ce qu'elle était si bouleversante ? Parce qu'en fait, elle était bouleversante parce que durant des années, des milliers d'années, l'astrologie, c'était un système fermé qui s'appuyait sur ce chiffre magique qui est très structurant dans notre civilisation, à savoir le chiffre 7. Je veux dire, la semaine a 7 jours, il y a 7 octaves, les arcs-en-ciel ont 7 teintes, il y a 7 chakras, et donc on avait 7 planètes. Et avec Uranus, s'est ouvert donc cette 8e planète. Rappelons que le 8, quand on le couche, on obtient le signe de l'infini. Et cette 8e planète qui ouvrait la porte à plein d'autres planètes. C'est-à-dire qu'en fait, de se dire, oui, finalement, ce n'est pas une boucle fermée. Après Saturne, il y a d'autres planètes dans notre système solaire. Et si ça se trouve, il n'y a pas qu'Uranus. Et effectivement, c'est ce qu'on découvrira 60 ans plus tard avec Neptune, et encore plus d'une centaine d'années plus tard avec Pluton. Donc, ce qu'il y a d'intéressant à voir, et en fait, c'est cette idée que Uranus, comme vont l'être Neptune et Pluton, ce sont des planètes que l'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, on est de l'ordre du possible, mais en revanche, on n'est plus dans l'ordre du, du probable, enfin, pour le dire autrement. Donc, et cette idée aussi qui est intéressante, c'est que fondamentalement, ces planètes, elles ont toujours été là, et on ne les voit qu'à un moment particulier. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là ? Et après, si on regarde donc, Uranus, c'est la planète de la rébellion, c'est la planète de l'ouverture d'esprit, c'est la planète aussi de la hauteur, c'est la planète qui nous invite à dépasser nos conditionnements culturels, nos conditionnements sociaux. C'est la planète qui nous invite à développer notre individualité. L'individu uranien apparaît toujours comme un individu original. Original dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui sort du moule. C'est le marginal.
Donc, ça peut être le divin éclaireur, comme ça peut être le malade mental, quoi, en fait. Hein. Uranus, Oui, il peut vraiment avoir ces deux possibilités-là. Mais c'est intéressant de se dire que s'il a été découvert au début des années 1780, il a été découvert peu de temps après la Révolution américaine, C'est vrai. qui mettait en place donc un nouveau régime politique, et il a été découvert 8 ans avant la Révolution française. Donc Uranus, c'est vraiment la planète des bouleversements et la planète, des révolutions. Alors donc maintenant qu'on a fait ce long préambule qui, il faut bien l'avouer, en fait a une petite raison que tu vas nous dire tout de suite concernant Uranus dans la mythologie gréco-romaine. Bah, disons que autant c'est la planète du bouleversement, autant dans la mythologie, c'est personne en fait. Uranus. Vraiment. C'est le nobody de la mythologie. À peu de choses près, oui. On est quand même un peu méchant, c'est pas non plus un parfait inconnu, un parfait inutile. Mais déjà, par exemple, chez les Romains, Uranus n'a pas d'existence en propre avant d'être assimilé à Uranos. D'ailleurs, ça s'entend très bien, le nom Uranus est une transcription littérale en latin du grec Uranos. Il y a pas... Ils ne sont pas cassés la tête. Quoi. Voilà, ils ne sont pas cassés la tête. C'est une divinité du ciel. Et du ciel, du grand ciel, du ciel profond. Je ne sais pas exactement comment le décrire par rapport à Zeus, qui est aussi une divinité du ciel, mais c'est comment dire, c'est le ciel dans le sens de l'univers. Ouais, à peu près. C'est pas juste le ciel au-dessus de nous. Non, c'est le ciel, comme un peu Hyperion était la lumière, quand on parlait du soleil, c'est un peu la même chose. Il est un peu au-dessus de tous les trucs plus bassement matériels on rejoint ce que j'ai dit à propos des planètes transpersonnelles qui dépassent l'individu. Je pense que ça peut être à peu près ça. C'est le ciel au sens très vaste du terme. Les Romains avaient une divinité du ciel qui s'appelait Coelus, qui vient du ciel Caelus, et qui visiblement n'a pas été très marquante parce que j'ai pas trouvé d'informations particulières à son sujet. Donc c'est pas une ça n'a pas dû être une divinité hyper marquante. Uranus n'est pas une divinité hyper marquante non plus, parce que il n'est en dehors du mythe qui prévaut à la naissance de Chronos et à l'arrivée au pouvoir de Chronos, il n'existe pas. Il n'est pas vénéré par les Grecs, il n'a pas de temple, il n'a pas de fête, il n'a rien. Et en même temps, c'est un peu paradoxal parce que Uranos, c'est celui qui structure notre monde. Oui, mais pour les Grecs, en fait, c'est juste un père et un grand-père qui c'est pas forcément le meilleur du monde d'ailleurs, parce que non mais c'est le mari de Gaïa, la Terre. Et avec elle, il a une immense descendance quand même, parce que il y a les titans il y a un paquet de et les titans, titanides, donc ça fait à peu près 12 enfants, donc on est pas mal. On a les cyclopes, on a les hécatonchires, donc qui sont les êtres aux 100 bras et 50 yeux. Ça fait beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, il va tous les enfermer au Tartare, parce que il leur voue une haine absolue. Certainement parce que, comme très souvent dans la mythologie, il a pas envie d'être détrôné. Donc, il se débarrasse de ce qui peut potentiellement le détrôner en l'enfermant sous terre. Ça marche pas, vu qu'il finit par se faire détrôner par son fils Chronos, qui l'émascule, comme on en a parlé dans les épisodes précédents. Et après, après cet épisode-là, il disparaît. Vraiment. C'est-à-dire qu'on sait même pas ce qu'il devient. Parce que tu nous parlais de Saturne en disant que Saturne, il est parti régner un petit peu plus loin. Uranus, lui, disparaît. Il existe pas, en fait, hors de cet épisode mythologique-là. Il réapparaît quand on lui donne la paternité d'Aphrodite, Vénus, on en a parlé dans le podcast du même nom. On lui donne la paternité des Érénies, donc les déesses de la vengeance aussi. Mais hormis ça, il est vraiment... Je vais pas dire qu'il est inexistant, mais presque, quoi. C'est assez... je trouve ça assez impressionnant de voir qu'il a aussi peu eu d'écho dans le monde gréco-romain.
C'est parce qu'il incarne quand même le ciel, il incarne la voûte étoilée, c'est ça. Il incarne quelque chose qui est visible pour les Grecs. Mais non, il n'existe pas en fait, mythologiquement parlant. Et on peut penser que si ça se trouve, si on lui a donné, si on a donné ce nom à cette 8e planète, c'est peut-être finalement juste une question de chronologie familiale, c'est-à-dire qu'il y avait Jupiter, la planète suivante c'était le père de Jupiter, la planète d'après le grand-père, et puis voilà. Ouais, pour moi je pense que c'est ça qui a prévalu à cette logique-là, parce que ouais, c'est ce que je dis, c'est un peu un nobody quoi, donc on aurait pu lui donner plein d'autres noms qu'Uranus. Enfin, c'est pas les divinités qui manquent, donc ouais, c'est assez... Oui, surtout qu'après, c'est ce qu'on va voir, les divinités qui sont arrivées derrière sont des divinités qui, elles, ont une réelle existence. Ont plus de fond, donc ouais, je pense que ouais, il n'existe pas, enfin c'est assez intéressant, mine de rien, quand même. Hein. Bah, oui, parce que tu dis, il est le mari de Gaïa, or on entend plus parler de Gaïa. Oui, elle n'est pas forcément plus vénérée, même si elle incarne ce concept de la déesse mère qu'on retrouve quand même beaucoup, qu'on retrouve d'ailleurs encore de nos jours avec la Wicca. Hein. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que selon certaines visions mythologiques, Uranos est le fils de Gaïa, ce qui reprend l'idée qu'on a dans la Wicca, où le dieu cornu est le fils de la déesse mère et tout ça. Mais ouais, c'est étonnant. Bon, mais écoute, je propose que cet Uranus qui est si mystérieux et si imprévisible, le reste, et qu'on s'en tienne là pour lui. On aura sans doute plus de choses à dire sur les prochains épisodes, avec Neptune et avec Pluton. Merci Pauline. Merci. Des jours et des lunes, c'est fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine où nous irons plonger dans les eaux de Neptune. À bientôt.